Cheikh qui m'a demandé de modérer ce panel. Ce que je fais réellement avec honneur, empressement, mais en toute humilité. Je pensais qu'il y aurait eu un débat pour l'autre panel, mais probablement qu'on aura un débat global. Parce que avant de passer la parole au directeur général de la planification des politiques publiques, c'est ça? Économique, des politiques économiques. Oui, des politiques économiques, mais des politiques publiques, parce que je pense que l'enseignement majeur du panel de Salamé, en dépit de ce sur quoi nous sommes tous d'accord, que nous avons appris, nous avons été presque à l'école, avec des choses pertinentes et bien dites. Mais nous avons appris aussi que la souveraineté est un impératif. Nous avons appris tout le danger de mettre ou de compter, principalement, je crois que les plus pessimistes présagent aujourd'hui que le président américain va fermer l'USAID. Mais ce qui se passe ou va se passer avec l'USAID n'est qu'un signe, parce que ça peut passer, ça peut arriver avec n'importe quelle coopération. Mais je pense que l'autre enseignement majeur, c'était aussi l'importance de la mobilisation des ressources nationales. Même si l'USAID ne sera plus ici pour appuyer, Abdou Salam Fall et son laboratoire seront là et se mobiliseront avec ou sans argent, parce qu'il s'agit du Sénégal. Je voulais maintenant, avec la permission de Cheikh et encore les remerciements, passer la parole au premier panéliste en demandant que la règle qui a été très bonne et qui a été respectée des 10 minutes devrait être aussi respectée. Je suis sûre que ce panel ne fera pas moins bon. Monsieur le directeur, en tout honneur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice, la présidente, honorable professeur, chers panélistes, distingués participants en boutique, grades et qualités. C'est un honneur pour moi de prendre part à cette activité de célébration de la Journée internationale du think tank, célébrée ici avec vraiment l'ensemble des membres influents des think tanks au niveau national et peut-être même africain, je dirais au moins dans le domaine francophone. Il m'a été demandé, si je ne m'abuse, de revenir sur l'importance des données et le rôle des think tanks dans le cadre du nouvel agenda national de transformation Sénégal 2050. Et je dirais, parce qu'on ne doit pas épiloguer ce type de 10 minutes, on doit juste donner un peu les grandes lignes que l'agenda national de transformation, déjà dans sa conception, a été très gourmand en données. Parce que, comme vous savez, pour élaborer une stratégie nationale de développement, vous partez en tout cas d'un diagnostic qui a été fait sur le moyen et long terme. Et pour faire ce travail, il est difficile pour ceux-mêmes qui conçoivent les stratégies nationales de développement de refaire le diagnostic. Donc il faut nécessairement avoir des données. Et j'ai discuté avec un chercheur qui disait que maintenant, data are oil, que vraiment le pétrole du 21e et 22e siècle, c'est les données. Tout est question de données, et quand vous voyez aujourd'hui au niveau international, au-delà de la stratégie, toute la problématique qu'il y a sur la gestion des données personnelles, puisque les données sont devenues une marchandise. Aujourd'hui, au niveau international, vous voyez les plus grandes entreprises internationales, c'est des entreprises qui ne font que traiter des données, qui donnent l'impression de nous fournir des services gratuits. Je parle des entreprises qui sont dans le numérique,
mais qui en réalité collectent en retour non donné et donc les commercialisent, ce qui fait que c'est des entreprises qui ont des capitalisations boursières les plus importantes au niveau international. Si vous parlez des réseaux sociaux, vous voyez, on a l'impression que Facebook est gratuit, Twitter, le propriétaire est le plus riche du monde, les données commerciales, les GAFA et tout. Pour ce qui concerne donc la stratégie de développement, aussi bien dans sa conception que dans sa mise en œuvre, nous avons besoin fondamentalement des données. Pour la conception, j'ai expliqué en réalité qu'il nous faut avoir des données brutes et des données analysées. C'est de ce point de vue que les think tanks sont vraiment intéressants. Parce qu'en réalité, au niveau, dans la conception de l'agenda national de transformation, les gens mettent en place des groupes de travail, mais ils ne peuvent pas faire le travail que les think tanks ont fait en amont. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de collecter le maximum de connaissances produites par ces données brutes et de pouvoir, à partir de ces connaissances, développer plus tard vraiment une stratégie en fonction de la vision exprimée par les autorités. Et donc, il est fondamental de pouvoir vraiment disposer d'un ensemble de connaissances, pas seulement sur le plan économique, comme vous dites, mais vraiment sur toutes les politiques publiques, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan culturel. Comment vraiment proposer des réformes qui puissent en tout cas emporter l'adhésion de la population, des réformes qui en réalité pour lesquelles on peut présager qu'il y aura un succès dans la mise en œuvre de la réforme. Et de ce point de vue, le rôle des think tanks est vraiment fondamental. Je ne reviens pas sur l'autre aspect, parce que je pense que les premiers panélistes sont revenus sur toute la problématique du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Ça aussi, c'est avec des données. On ne peut pas faire du suivi et de l'évaluation des politiques publiques s'ils n'ont pas de données. C'est vraiment le carburant. Et c'est des données qu'il faut, et ce n'est pas juste dire des données, c'est des données qu'il faut prévoir, qu'il faut produire, collecter et vraiment interpréter, analyser pour en tout cas pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un cadre de suivi et évaluation cohérent, pertinent, et que cette politique puisse être faite régulièrement. Donc là également, vous voyez l'intérêt des données. Et comme vous savez, les politiques publiques sont élaborées, c'est du learning by doing. Les politiques publiques, il y a difficilement des recettes. Donc c'est pourquoi tous les problèmes, tout ce que les think tanks vont faire pendant toute la période vont permettre de réajuster. Tout ce que les autorités savent, c'est là où ils doivent aller. On sait que bon, il y a plusieurs boulevards, on sait qu'il voici les boulevards qu'on va emprunter. Mais s'il y a des embouteillages devant, c'est les think tanks qui vont dire que là il y a des embouteillages, il faut tourner à gauche. Ou bien il faut vraiment faire ceci, il faut faire cela. Et autant il y a de l'ambition sur le plan vraiment de la prospérité, comme on dit, on veut un Sénégal prospère, un Sénégal juste, un souverain. Autant il faudra vraiment qu'il y ait, le défi existe sur le succès des politiques qui vont être conçues. Et là, le rôle des think tanks est vraiment fondamental. On ne peut pas, depuis combien d'années on dit qu'il faut formaliser l'économie, il faut améliorer le financement de l'économie, il faut industrialiser le pays, c'est ça qui manque. Finalement, l'alphabétisation, la scolarisation reste encore un défi dans le pays. Ce qu'il y a lieu de faire, les gens le savent. C'est le comment. Et le comment, c'est les laboratoires de recherche. C'est les think tanks qui vont dire le comment. Il faut formaliser l'économie, nous avons une économie essentiellement informelle. Comment y arriver? Toutes les méthodes ont été utilisées par le passé. Ce n'est pas faute peut-être d'avoir, c'est pas faute de volonté, de détermination. C'est de la stratégie que le gouvernement n'aura pas le temps de développer. D'ailleurs, ce n'est pas sa vocation. Je pense que la vocation du gouvernement, c'est en tout cas de s'abreuver au niveau des laboratoires de recherche qui vont produire de la connaissance, qui va être éprouvée, et c'est à partir de là seulement qu'on peut envisager vraiment les changements de comportement qui sont prévus, notamment quand on parle de transformation systémique, c'est-à-dire que tout le système doit être transformé fondamentalement
pour avoir en tout cas un nouveau départ. Ça ne signifie pas qu'on va jeter tout ce qui est acquis. Mais en tout cas, la démarche, on s'est rendu compte que la démarche qui a été utilisée jusqu'à présent n'a pas été la plus efficace possible. Sans pour autant nier qu'il y ait eu des résultats par le passé, on ne tombe pas dans le nihilisme. Mais les démarches qu'il faut pour qu'on puisse vraiment impulser les changements nécessaires dans un horizon acceptable, qu'il ne soit pas très long, nécessite une transformation systémique et le rôle des think tanks est fondamental là-dessus pour pouvoir vraiment être sûr que les politiques qui sont engagées seront couronnées de succès. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'il mérite des applaudissements plus nourris. Je pense qu'il est tout à fait en face avec nous, monsieur le directeur. Vous avez terminé en nous disant que la transformation systémique a besoin des think tanks. Oui, parce que la transformation systémique a besoin de mobiliser le peuple entier. La transformation systémique, c'est la transformation de l'infrastructure, c'est-à-dire l'économie. Comme on disait dans le PSE, l'émergence, c'est la transformation structurelle de nos économies. Mais la vieille sociologue que je suis, pour vous garantir, sous le contrôle de Abou Salah Fall, qu'on ne peut pas transformer l'économie si on ne transforme pas la mentalité, si on ne transforme pas la société. C'est pour cela, monsieur le directeur, que vous avez raison de dire que les données sont importantes, mais j'ajouterai seulement que la façon dont on les fabrique est aussi importante. La vieille sociologue va encore dire que les statistiques sont toujours au service d'une posée d'intérêt. Donc la transformation systémique doit s'intéresser à la fabrique des données et aux intérêts que les données sont fabriquées pour servir. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole au prochain orateur. Africadio Centre a déjà pris la parole, si je comprends bien. Donc j'ai gradesque et avec le grand plaisir de passer la parole à une dame. Je crois qu'ils m'ont mis ici et j'ai accepté en toute complicité pour améliorer l'image. Oui, améliorer l'image. Oui, l'image est intrinsèquement liée au contenu. Et je pense que le peu de présence de dames parmi les intervenants et parmi le public est une question qui doit vous interpeller. Prenez la parole, ma fille. Faites 10 minutes. Si vous devez excéder, ce sera en toute complicité. Merci beaucoup, madame la modératrice. Merci à professeur Sergué et aussi c'était un plaisir de retrouver le professeur Abdou Salam que je n'ai pas vu depuis quelques instants, ou en tout cas depuis quelques années, et de partager le panel avec le professeur Pascal Diallo, avec qui on partage la coalition publiée sur le pays, et surtout d'avoir écouté aussi le directeur. Alors, je dirige le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, mon nom est Dr Fatima Diallo. Et le CRADEX est un think tank pour l'Afrique de l'Ouest francophone et le Sahel. C'est une organisation plus ou moins jeune. On est né la même semaine, on est les jumeaux de Africagium Center. Parce que je me rappelle, c'est quand je me suis déplacée pour aller rencontrer Aline Tim pour qu'il rejoigne le conseil d'administration du CRADEX, qu'il m'a dit, mais tu deviens alors membre fondateur de Africagium, parce que demain, on doit se rencontrer pour mettre en place Africagium Center. Donc, je me retrouve dans ce centre aussi, donc dans ce think tank. À la base, c'est une organisation de droit sénégalais qui travaille exclusivement sur les droits économiques, sociaux et culturels. Pourquoi ce choix? Parce qu'on a trouvé que le paysage ou l'écosystème des acteurs ou des organisations non étatiques
travaillé beaucoup sur les droits civils et politiques. Donc le Sénégal, avec son historique de démocratie et tout, avait déjà quand même pas mal d'organisations assez bien solides sur les questions des droits civils et politiques. Donc on a voulu un centre spécialisé sur les droits économiques, sociaux et culturels, et c'est le seul centre dans l'espace francophone. Il en existe 5 à travers le continent, des 5 centres spécialisés sur les droits économiques, sociaux et culturels, mais dans l'écosystème des acteurs non étatiques, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des observatoires ou bien des plateformes sur les droits économiques, sociaux et culturels. Pourquoi c'est important? Peut-être ça ne dit pas grand-chose, cette dichotomie ou cette différence que j'essaie de faire entre droits civils et politiques aux sociologues, économistes et autres qui sont dans la salle, mais pour ceux qui s'intéressent de très près aux questions de droits de l'homme, il y a quand même une différence fondamentale, parce que nous considérons que le droit de vote c'est important, la liberté d'expression c'est important, et la plupart du temps le justiciable se bat pour ça. Mais très rarement, il va se battre jusqu'à amener, par exemple, les autorités en justice, quand, par exemple, il s'agit du droit à l'eau, du droit à l'alimentation, du droit au logement. Donc, la question de la justiciabilité, sur laquelle j'ai passé une partie de ma carrière, parce que je suis académique aussi à la base, j'étais chercheuse à l'Université de Cape Town, posait un problème, surtout dans les juridictions francophones. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un centre spécialisé sur ça. Au début, nous avons eu le professeur Maritonien comme président de notre conseil d'administration, et aujourd'hui, nous avons le professeur Ibrahim Massal, qui est l'ancien secrétaire général du commissariat, qui est notre TCA. Nous intervenons dans 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et nous produisons des données, nous produisons des rapports et nous sommes sur le point de finaliser 2 ouvrages. Le premier porte sur le contentieux de l'environnement, parce que vous savez que le Sénégal va s'engager maintenant, s'est engagé déjà dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Vous comprenez de plus en plus l'urgence de traiter les questions environnementales. Donc, or, la question du contentieux et de justiciabilité de l'environnement est un problème, ou en tout cas assez balbutiement au Sénégal. Nous avons pensé produire le premier ouvrage qui va traiter de cette question du contentieux de l'environnement de manière globale. Cet ouvrage sera publié très récemment par Armatan. Un autre ouvrage qui reflète aussi le travail que nous faisons porte sur le secteur informel. Je pense que beaucoup d'intervenants sont revenus sur l'économie solidaire. Le secteur informel, mais nous nous sommes intéressés ici sur la question du travail domestique. Nous avons fait des recherches en collaboration avec les agences onusiennes, en collaboration avec les différents gouvernements des différents pays, les ministères du travail, dans certains pays, le ministère des fonctions publiques, travailler avec les INDH, les parlementaires, depuis 2020, sur la question du travail domestique, qui est un secteur assez spécifique et aussi empreint de vulnérabilité, je dirais, quand on parle de l'économie solidaire de manière générale, mais surtout quand on parle de l'économie informelle. Dans cet exercice relatif au travail domestique, nous avons déjà produit 9 rapports nationaux que nous partageons avec les différents pays. Nous avons tenu ici à Dakar au mois de novembre une concertation de 3 jours avec les parlementaires des 9 pays, les présidents des INDH des 2 pays à qui nous avons remis ces rapports pour qu'effectivement ça puisse les guider et les orienter. Et l'OIT reconnaît qu'en réalité, dans ce secteur, nous n'avons pas de données désagrégées. Vous regardez même les données de l'ANSD, vous allez trouver très peu de données vraiment qui permettent d'analyser de manière très fine la réalité et les conditions de travail des travailleuses domestiques. Donc, à côté de ça, nous avons préparé, ou nous allons publier très prochainement, un ouvrage qui couvre ces 9 pays, dont le tome 1 concerne 4 pays, qui concerne le travail domestique et les inégalités en Afrique de l'Ouest, pour le tome 1, et le tome 2 va couvrir aussi les 5 autres pays. Ça, c'est pour évoquer un peu le volet recherche. Mais si je dois entrer dans la même logique de comment ces recherches impactent aujourd'hui les politiques publiques en Afrique de l'Ouest, je vais donner, comme j'ai peu de temps, juste quelques exemples. En Gambie, où nous avons fait ce travail avec le ministère de l'Emploi,
Ils nous ont invités à les appuyer et nous allons le faire dans le cadre de la prochaine phase de ce projet que nous venons de démarrer pour les 3 prochaines années, de les appuyer pour préparer la ratification de la Convention C189 pour la protection des droits des travailleurs et des travailleuses domestiques. Au Togo, on est invité par la plateforme des organisations de la société civile dans ce secteur à les aider à avoir un décret spécifique, un travail qu'ils font depuis quelques années en collaboration avec l'OIT et le PNUD. Donc on va intervenir à ce niveau. Et en Guinée, on est invité par le directeur général du travail, c'est ça son titre, à appuyer par exemple les inspections du travail. Parce que contrôler le secteur du travail domestique nécessite de comprendre vraiment les détails de leurs conditions de vie en tout cas. Et on se base sur nos données dans ces différents pays pour vraiment faire des recommandations aux États et à les appuyer à aller vers de l'avant et à proposer des réformes à tous les niveaux. Ça c'est au niveau sous-régional. Quand je prends la question du Sénégal, on est connu surtout dans le secteur extractif. On occupe la position avec M. Bafara ici présent, de coordination technique nationale de la coalition Publier ce que vous payez. On coordonne la plateforme des acteurs de la société civile pour la transition énergétique, mais surtout on est connu dans le domaine de l'agriculture. On travaille beaucoup sur la mise en place, après les recherches bien sûr, nous avons fait beaucoup de recherches dans le domaine de l'agriculture, surtout dans le domaine de la structuration du monde paysan, la structuration des organisations paysannes, l'amélioration de leur fonctionnement, de leur mode de gouvernance, ce qui nous a permis de mettre en place le cadre de concertation et de développement de la zone des Niayes, qui est composé de plus de 250 organisations de base. Et ce même cadre, on l'a appuyé pour mettre en place les sociétés coopératives. Monsieur le professeur Abdou Salam, si vous étiez intéressé un peu, j'ai beaucoup aimé votre modèle aux coopératives dans le domaine maraîcher, vous allez vous rendre compte par exemple que dans les Niayes, il y a 10 sociétés coopératives aujourd'hui appuyées par le ministère du Commerce à travers le projet PACAO financé par l'Union européenne. C'est le CRADEX qui a été à la base de l'initiative et qui a aidé les organisations paysannes à se structurer en sociétés coopératives, qui est un modèle pour nous, peut-être pas achevé, mais assez intéressant d'économie solidaire, sur la base des orientations que nous tirons des différents rapports, des recherches que nous faisons. À côté, nous faisons beaucoup de recherches sur le foncier. On ne peut pas aujourd'hui travailler sur l'agriculture et ignorer la question foncière. Et nous faisons aussi beaucoup de recherches à travers ce qu'on appelle les revues critiques des IES, donc des études d'impact et environnemental qui sont le plus souvent discutées largement pour ceux qui s'intéressent au secteur extractif ou ceux qui s'intéressent aux questions environnementales de manière générale. Donc nous sommes un think tank relativement jeune, mais qui est à la disposition des différents acteurs pour réfléchir et continuer à produire des données sur des thématiques qui souvent ne sont pas forcément abordées. Et nous espérons pouvoir mutualiser ce que nous avons eu à faire et nos différents efforts jusqu'ici avec les autres. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci pour la compréhension. Oui, ce n'était pas des applaudissements de complaisance. Non, mais je pense que c'était important d'entendre la voix, parce que ce n'était pas seulement une voix féminine, mais c'était une voix sur les choses qui nous concernent. C'est vrai que les droits civiques sont notre raison d'être citoyens, mais les droits culturels et les droits sociaux sont notre raison d'être nous-mêmes. Notre droit d'être nous-mêmes. La présentation de Ali Goni tout à l'heure du livre Raza a été rapide. Il ne pouvait pas tout dire, mais le modeste artiste que j'ai là dedans est un plaidoyer et un appel à mettre la culture au centre de la transformation sociétale, au centre du développement. Je ne vais pas commenter plus longtemps. Je vais dire simplement que j'étais personnellement heureuse de découvrir cela. Dans une autre vie à l'UNESCO, j'avais beaucoup travaillé sur les droits culturels, qui est
qui sont fondamentales pour nous. Je vais passer la parole maintenant à la plateforme Publiez ce que vous payez, en lui disant de respecter les délais. Et on nous remercie en disponible de Saint-Louis ce matin. Ah ben c'est ça. C'est ça. En fait, cette fois-ci, je vais, même si j'ai fait 276 km, je ne vais pas bénéficier d'une affirmative action. Mais je voudrais vraiment, Madame la Présidente, vous remercier et me réjouir de vous retrouver. La dernière fois qu'on s'est retrouvés ici, c'était quand on présentait les recommandations de la société civile sur la gouvernance des ressources au ministre du pétrole et des énergies, le ministre Birame Souleye Diop, qui était ici, et j'ai été désigné par mes collègues pour lui présenter les recommandations de la société civile pour améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Je vous remercie, monsieur le directeur. C'est un plaisir de vous voir ici. Très chers collègues et amis, Dr Fatima Diallo, qui est une collègue, mais surtout une sœur avec qui je partage beaucoup de valeurs, l'amour de la recherche, mais surtout une certaine éthique de la gouvernance multiforme et particulièrement la gouvernance des ressources naturelles. Monsieur Gueye, je terminerai avec les réseaux des séminaires dans ma conclusion parce que Madame la Présidente ne me fait pas de faveur. Donc je vais très rapidement présenter le travail de la coalition nationale Publiez ce que vous payez. Publiez ce que vous payez, c'est un réseau d'organisation de la société civile qui existe dans plus de 60 pays au monde, qui a été mise en place en 2002. C'était d'abord une campagne lancée par des organisations de la société civile au niveau mondial. La campagne a été lancée à Durban, en Afrique du Sud, en 2002. Et c'était une campagne qui consistait à demander aux compagnies extractives, que ce soit les compagnies minières, les compagnies pétrolières ou gazières, de publier ce qu'elles payent aux États en termes d'impôts, de taxes, de redevances, etc. de recettes, pour que les populations de ces États puissent réclamer ce qui leur est dû. Parce que dans beaucoup de constitutions des pays africains, on a clairement stipulé que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mais si le peuple n'est pas au courant de ce que l'État collecte en leur nom en termes de revenus générés par les industries extractives, ce peuple ne pourra pas réclamer ce qui lui est dû. C'est la raison d'être de cette campagne mondiale que nous avions lancée en 2022. Et ce qui était une campagne mondiale lancée en 2022 est devenu une organisation, une ONG mondiale formalisée et qui a des branches au niveau de tous les pays riches en ressources naturelles. Aujourd'hui, on a des branches dans plus de 60 pays. Et au Sénégal, j'ai été désigné en 2021 pour diriger la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez, qui regroupe 32 organisations membres. Et parmi ces organisations, il y a des think tanks membres de la coalition, notamment le CRADES, mais aussi l'IPAR, qui est membre de la coalition Publiez ce que vous payez, entre autres organisations qui travaillent dans le domaine de la production de données, de génération d'évidence, mais surtout destinées à l'action ou à l'aide à la décision des pouvoirs publics. Ce qui fait la particularité de la coalition sénégalaise Publiez ce que vous payez, Madame la Présidente, c'est que c'est la seule organisation faîtière qui travaille exclusivement dans le secteur de la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal et qui effectivement est implantée dans toutes les régions extractives du Sénégal. On en a 9 au Sénégal, des régions riches en ressources naturelles, et on a déjà implanté des antennes régionales au niveau des 7 régions, et on a des points focaux au niveau des 2 régions extractives, notamment la région de Diourbel et la région de Fatick. Fatick qui est aujourd'hui la région qui nous a valu notre première production de pétrole. Alors, Publiez ce que vous payez au Sénégal en termes d'impact.
au Sénégal, en 2011, il y avait déjà un écosystème d'acteurs de la société civile qui s'était organisé dans le cadre d'un réseau des OSC pour la gouvernance des ressources minérales. C'est en 2015 que ce réseau a officiellement adhéré au réseau mondial Publish What You Pay. Et depuis lors, Publier ce que vous payez a été à l'origine de pas mal de réformes à la fois législatives et institutionnelles avec l'ensemble des organisations qui la composent et qui nous ont valu d'avoir la révision du code minier au Sénégal de 2016, la révision du code pétrolier, l'adoption de législatives entre 2014 et 2024, ça fait 10 ans, on a eu plus de 14 réformes législatives. Et parmi ces réformes législatives, c'est des lois nouvelles qu'on a votées, par exemple la loi de 2021, la loi de 2022 sur la répartition des revenus issus de l'exploitation des hydrocarbures, la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures d'abord en 2019, ensuite une nouvelle loi dans le secteur sur le contenu local dans le secteur minier, entre autres réformes que nous avons eu à initier. Ça, c'est en termes d'impact aussi, Publier ce que vous payez, à travers le plaidoyer qu'il a mené, a été à l'origine de l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. D'ailleurs, pour la petite histoire, la campagne que nous avions lancée en 2002 à Durban, Publier ce que vous payez, la réponse que les États ont répondu à la société civile mondiale à travers l'initiative de Tony Blair, c'était de mettre sur pied l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour dire la société civile nous a interpellés, nous autres États, nous devons mettre en place une sorte de soft law au niveau mondial qui nous contraint à respecter les principes de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif, parce que l'interpellation de la société civile mondiale n'est rien d'autre qu'une invite à une meilleure transparence, à une meilleure gouvernance, à une meilleure gestion de nos ressources minérales pour que ces ressources puissent profiter aux populations. Et le constat qui a été fait, c'est qu'il y avait beaucoup d'États, surtout au niveau africain, qui étaient faibles comparés à la force de frappe financière des multinationales et qui avaient besoin d'avoir une norme mondiale comme la norme ITIE qui contraint les multinationales à respecter un certain nombre de principes et de règles en matière de divulgation systématique des volumes de production, des paiements environnementaux, des paiements sociaux, des investissements, etc. Donc ça a été le plus grand impact du réseau mondial Publier ce que vous faites, c'est-à-dire influencer les pouvoirs publics, influencer les États pour la création d'une norme mondiale qui constitue les standards de référence en matière de gouvernance des ressources naturelles. Et au niveau du Sénégal, Publier ce que vous payez n'est pas seulement une organisation de la société civile classique qui fait du plaidoyer. Depuis le début, nous nous sommes spécialisés dans la recherche-action. Parce qu'on a compris que pour faire droit justement aux droits économiques, sociaux et environnementaux des communautés impactées par l'exploitation des ressources naturelles, il nous faut documenter les évidences. Il nous faut documenter les impacts. Et actuellement, en collaboration avec Oxfam, on a lancé une étude d'envergure nationale sur la production d'un rapport national de vulnérabilité sur le secteur extractif. Le rapport ITIE, parce que nous sommes aussi membres du comité national ITIE en tant que membre titulaire du groupe multipartite, mais on s'est rendu compte, après 2 ans au sein du comité national ITIE, que ce n'est pas le rapport ITIE qui va régler tous les problèmes du secteur extractif. Le rapport ITIE permet de faire la conciliation des données déclarées par les entreprises et les données déclarées par les services de l'État, mais ne permet pas de régler la question des vulnérabilités. Et qui connaît le secteur extractif, c'est que c'est un secteur qui draine énormément de vulnérabilités en termes d'impact sociaux, en termes d'impact environnementaux, en termes d'impact économique, de perte de terre pour les agriculteurs, de perte de terre dans la zone des Niayes pour les femmes qui s'activent dans le maraîchage, etc. Donc il y a des impacts économiques, sociaux et environnementaux que le rapport ITIE ne permet pas de documenter véritablement. On s'est dit, pour compléter le rapport ITIE, il faut que la société civile élabore un rapport alternatif que nous voulons annuel. À chaque fois que l'ITIE sort son rapport
sur les volumes de production et les revenus générés par le secteur extractif, la coalition publique publie le rapport alternatif de la société civile sur les vulnérabilités dans le secteur extractif. Ça permet d'interpeller les services des ministères concernés, des ministères compétents dans le secteur extractif pour renforcer les contrôles qui sont une obligation. Et malheureusement, c'est le contrôle qui fait défaut dans les zones extractives. C'est pourquoi ce qu'on constate, c'est que, Madame la Présidente, les zones extractives sont les zones les plus pauvres du pays. Et pourtant, ce sont les zones où on extrait les ressources. Parce qu'effectivement, l'impact économique attendu par les revenus générés par l'exploitation des ressources n'est pas encore au rendez-vous. Et c'est ça qui crée le paradoxe de l'abondance. Et malheureusement, je conclue pour remercier le réseau des think tanks de nous avoir vraiment associés à ce travail-là. Et je dois dire que ce n'est pas la première fois que dans le cadre du programme d'appui à la société civile que nous partageons avec le réseau des think tanks, notamment le PASC, financé par l'Union européenne, nous avons décidé de changer complètement de perspective dans l'intervention des organisations de la société civile. C'est-à-dire qu'on ne va plus travailler en rang dispersé, mais on va créer des synergies d'action. Et je crois que cette occasion que constitue la Journée mondiale des think tanks est une occasion qui a été saisie par le réseau pour fédérer l'ensemble des organisations qui travaillent dans la production de données et qui cherchent à avoir un impact collectif. Et si on a un impact collectif, c'est ça qui permet de changer les politiques et les pratiques et de changer la donne. Et Dieu sait que les organisations de la société civile contribuent énormément dans la documentation des problématiques, mais notre travail se fait de manière partielle, pour ne pas dire parcellaire. Il était important que des initiatives comme ça, qui permettent de regrouper l'ensemble des organisations qui travaillent dans la production de données pour faire avancer les politiques et les pratiques et constituer des outils d'aide à la décision. Je crois qu'il était important que cette initiative soit prise et nous vous en remercions. Madame la Présidente, je termine par là où vous avez commencé. Vous avez évoqué le fait que les États-Unis aient décidé de se retirer des investissements dans le cadre du programme USAID. Ça a aussi affecté les organisations de la société civile qui travaillent dans le secteur des ressources naturelles. L'USAID avait financé il y a 2 ans au Sénégal un programme ambitieux de 10 millions de dollars c'est le programme PREISIS, transparence et redevabilité dans le secteur extractif, et Public Sector Payé avec ses partenaires avait un rôle important à jouer là-dedans et ça nous a aussi impacté. Et l'autre impact, c'est que le fait que le gouvernement du président Trump ait décidé de se retirer de l'accord de Paris peut avoir un impact sur les engagements du Sénégal en matière de transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques. Et ça, vraiment, c'est des impacts que nous percevons à court et moyen terme, mais nous espérons que l'État du Sénégal et les organisations de la société civile pourront travailler à mobiliser d'autres ressources, plus endogènes qu'exogènes, qui nous permettraient d'être plus résilients face à ces chocs exogènes qui peuvent constituer des obstacles au financement de nos projets et de nos programmes. Je vous remercie. Merci. Je pense que ce n'est pas seulement la fraîcheur et l'humanité de date qui nous a apporté, mais je pense qu'il nous a apporté la grande pertinence des gens de date sur une question très pertinente. Ce que je retiens, c'est que moi je crois beaucoup dans l'opinion publique. J'ai l'habitude de dire que les pays occidentaux en matière démocratique ne sont pas mieux que nous. Ils sont peut-être beaucoup moins bien que nous. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils ont une opinion forte, publique forte, et qui peut transformer les choses. Et je pense que pour cela, il est important de publier. Il est important de mettre l'information, comme disait l'autre évaluateur, auprès des populations. Je crois que c'est important aussi de documenter. De documenter parce que les industries extractives
ne traite pas simplement la vulnérabilité. Elle fabrique la vulnérabilité.